Alberta. Reprise de débat. L'honorable député de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier ma formidable collègue, ma lumineuse collègue de Salaberry-sur-Roi, de sa présentation des plus élogieuses. Je dois dire, Monsieur le Président, que fort heureusement, je portais mon masque. Parce qu'autrement, tout le monde m'aurait vu rougir. Et comme vous le savez sans doute, le rouge ne me va pas très bien. Ça ne fait pas partie de ma palette de couleurs. Quoique, j'ai l'habitude de dire que le rouge, il vaut mieux le porter ou le consommer que le subir. Cela étant dit, Monsieur le Président, hier, pas plus tard qu'hier, mon vis-à-vis, le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, vers 8 heures, je dirais, hier soir, a émis le gazouillis suivant, que je vais me permettre de vous lire, Monsieur le Président. Le 10 décembre, le premier ministre, que je ne nommerai pas puisque le règlement m'en empêche, et moi-même rencontrerons les premiers ministres du Canada pour discuter de notre lutte commune contre la COVID-19, du renforcement des soins de santé ainsi que de la logistique et distribution des vaccins. La principale demande des provinces, Monsieur le Président, outre le fait de savoir quand ils vont pouvoir enfin commencer à vacciner, quand les vaccins seront finalement disponibles, la principale demande des provinces, Monsieur le Président, et du Québec, c'est l'augmentation substantielle des transferts en santé. Or, ce qui est formidable dans cette déclaration de la part du ministre des Affaires intergouvernementales, c'est que cette invitation s'est faite alors que le premier ministre du Canada s'était assuré d'arriver à la réunion les mains vides. Pourquoi est-ce qu'il s'était assuré d'arriver à la réunion les mains vides? C'est que l'après-midi même, la ministre des Finances et vice-première ministre a, pour ainsi dire, fait la description de comment elle allait utiliser l'argent qu'elle n'a pas. Hein? Comment elle allait faire en sorte de dépenser cet argent qu'on emprunte et, au étonnement, il n'y avait pas une scène, Monsieur le Président, de prévu pour les transferts aux provinces. Imaginez le ridicule de la situation, Monsieur le Président. On est dans une crise sanitaire sans précédent et le gouvernement fédéral ne trouve pas le moyen de répondre à cette demande élémentaire des provinces et du Québec à l'effet d'augmenter les transferts pour leur permettre de faire face non seulement à cette pandémie, mais à la gestion au quotidien des soins de santé sur leur territoire. Or, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le gouvernement fédéral préfère investir ailleurs. Il préfère investir dans un régime national, comme le disait ma collègue de Salaberry-sur-Roi, et comme le disait l'ancien chef du Bloc québécois, M. Lucien Bouchard, il y a comme deux pays dans ce pays, et on n'a évidemment pas la même définition de ce qui est national. Alors, des normes nationales, un système national de garderie, de services à l'enfance. Or, le Québec est déjà doté d'un tel service, et parce qu'on en a fait le choix, comme le soulignait ma collègue, et des normes, encore une fois, nationales pour les soins de longue durée pour nos aînés. Alors, qu'est-ce qui a amené le gouvernement fédéral à se dire que, plutôt que d'investir dans la santé, on va investir dans des normes? On va imposer des normes aux provinces et au Québec dans un secteur dans lequel le gouvernement fédéral ne connaît absolument rien. Le gouvernement fédéral n'a absolument aucune compétence en la matière. Mais il se dit, moi, là, je vais lui dire, moi, je le sais comment ça marche, je vais lui dire comment ça marche. Mais qu'est-ce qui l'a amené, le gouvernement fédéral, à se dire qu'il fallait qu'il intervienne? Parce que, écoute, les provinces ont tellement été négligentes dans son livre à lui qu'il a fallu envoyer les forces armées. Comme si les forces armées pouvaient intervenir sur le plan humanitaire seulement à l'étranger. Je veux juste rappeler à nos collègues
que les Québécoises et Québécois paient pour cette armée. Et quand on en a besoin, c'est comme normal qu'ils puissent intervenir. Mais revenons sur l'intervention des Forces armées, Monsieur le Président. C'est intéressant parce que les Forces armées ne recommandent pas pantoute au gouvernement fédéral de faire ce qu'il s'apprête à faire. Les Forces armées disent, on dit au gouvernement fédéral, écoutez, des normes, là, il y en a tant et plus. Et il n'est pas là le problème. Le problème est au niveau du personnel, des paires de bras disponibles, qualifiés. Dans le rapport, on dit nommément, vous me permettrez de le citer, Monsieur le Président, selon nos observations, conclut-il dans le rapport, le besoin criant des CHSLD est au niveau du personnel avec formation médicale. Ce n'est pas de normes dont le réseau a besoin. Ce n'est pas de normes dont les provinces et le Québec ont besoin. Elles ont besoin, tout simplement, de ressources. Or, ce qui est arrivé dans les CHSLD au Québec, ce qui arrive dans les établissements de soins de longue durée dans toutes les autres provinces depuis le printemps, c'est, pour ainsi dire, le résultat de la négligence, non pas des provinces, mais du gouvernement fédéral. Vous allez me dire, Monsieur le Président, vous allez me dire, mais comment ça peut être la négligence du gouvernement fédéral? C'est fort simple, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral s'était entendu au départ pour contribuer à raison de 50 % au financement des soins de santé. Mais il n'investit pas une scène, pas un sou noir dans les soins de longue durée pour les aînés. Résultat des courses, Monsieur le Président, 80-85 % de la facture est assumée par le gouvernement du Québec et le reste par les usagers mêmes. Or, le gouvernement du Québec a donc été obligé de piger dans les ressources raréfiées dont il disposait pour les soins de santé à cause des coupures successives du gouvernement fédéral pour assumer ce quelque 85 % des frais pour les soins de longue durée. Si le gouvernement fédéral avait maintenu sa contribution à 50 %, les gouvernements du Québec et des provinces auraient disposé de davantage de ressources pour être en mesure de s'occuper adéquatement des soins de longue durée. Or, le gouvernement fédéral a choisi de se désengager. C'est pour ça qu'on est un peu terrifié, Monsieur le Président, quand le gouvernement fédéral nous dit on va imposer de nouvelles normes, puis on va coller à cela une enveloppe. On le sait que l'enveloppe, le gouvernement fédéral finit par la retirer, mais il ne retire pas ces normes après. Le gouvernement fédéral a maintenu ces règles de la Loi canadienne de la santé, même s'il ne contribue plus qu'à 20 % des soins de santé au Canada, Monsieur le Président. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais simplement conclure en revenant sur les termes de la motion, qui dit que la Chambre des communes salue le travail extraordinaire des travailleuses et travailleurs de la santé, notamment les médecins, infirmières, infirmiers, préposés, pendant la pandémie de la COVID-19, particulièrement auprès des personnes âgées, mais aussi auprès de toute la population. Je pense qu'on peut s'entendre tous et toutes pour être d'accord avec ça. Qu'elles reconnaissent le courage et les sacrifices exigés tant pour eux que pour leurs familles pour être en première ligne. Ça non plus, on ne peut pas être en désaccord avec ça. Qu'elle souligne le travail du Québec et des provinces pour répondre à la crise sanitaire et constate les effets directs sur leurs budgets respectifs. C'est sûr que la pandémie a un effet direct sur les finances du Québec et des provinces. Le gouvernement fédéral peut bien ne pas le reconnaître, mais c'est un fait. Et en terminant, on dit « et qu'elle demande au gouvernement d'augmenter de façon significative et durable les transferts canadiens en santé avant la fin de 2020 afin de soutenir les efforts des gouvernements du Québec et des provinces, des travailleurs de la santé et de la population. » Là-dessus, Monsieur le Président, on peut avoir un certain désaccord. J'ai entendu mes collègues du Parti libéral jusqu'à présent, et je dirais simplement à mes collègues du Parti libéral qu'ils doivent voter pour cette motion, et ce, pour au moins 2 raisons. Même si le dernier élément ne les satisfait pas vraiment. D'abord parce que ça respecte la Constitution que ce parti a imposée au Québec, et d'autre part parce que ce serait simplement que de respecter la parole du gouvernement fédéral qui s'était engagé au départ à assumer 50 % de la facture pour les soins de santé, Monsieur le Président.